Je crois que quelqu'un est rentré chez moi. Vos poils se hérissent, la sueur perle sur votre peau, vos mains deviennent moites. S'il y a bien une peur qui me tétanise, c'est l'idée que quelqu'un puisse rentrer chez vous sans que vous l'ayez invité. Mais après avoir pris votre courage à deux mains, vous faites le tour de la maison, armé, vous vous rendez compte que personne n'est là. Pourtant, les bruits de pas, les meubles qui bougent et les objets qui changent de place, vous les avez bien remarqués, vous n'êtes pas fou. Mais en parler, c'est passé pour un fou. Du coup, on se convainc que ce n'était rien, juste notre imagination. Jusqu'au jour où un proche, Blême, vous dit la même chose. C'est là qu'un frisson particulier parcourt votre colonne vertébrale et que vous vous dites enfin, putain, ma maison est hantée. Alors, aujourd'hui, on va faire l'effort de plonger dans le cas du poltergeist le plus médiatisé de l'histoire. Le cas d'Enfield. Installez-vous confortablement, mettez-vous à votre aise, et c'est parti pour un épisode spécial Halloween de Black Lab Côte. J'espère que le décor vous plaît, c'est exceptionnel, fallait bien se mettre dans l'ambiance pour Halloween. Hop, et comme d'hab, on va tourner sans ça. Tout commence un petit peu avant les faits, aux alentours d'août 1976, où emménage la famille Hodgson, composée de Margaret, dite Peggy, mère célibataire de 47 ans, et ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Une famille ordinaire, avec ses galères du quotidien, qui ne demande qu'à vivre tranquillement. La maison, située au 284 Green Street, une petite maison de banlieue, comme il en existe des milliers. Murs ternes, tapisseries défraîchies, meubles usés, etc. Rien de bien sans sas. À ce moment-là, on est un an avant les faits, et la famille qui est relativement pas du tout à l'aise financièrement, mais un peu de temps à s'accommoder à cette nouvelle maison dont ils sont locataires. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'un an après avoir emménagé, il va se passer d'étranges phénomènes. Tout démarre dans la nuit du 30 août 1977. Janet et Margaret, dans leur chambre, entendent des coups sourds venant des murs et du plancher. Leur lit se met à vibrer. Peggy, rationnelle, pense à la tuyauterie, mais 2 jours plus tard, une commode de près de 50 kg glisse de 50 cm vers le centre de la pièce. Les filles jurent n'avoir rien touché. Les voisins, Vic et Peggy Nottingham, constatent qu'elle est trop lourde pour être déplacée. Sachant que Vic est charpentier, il s'y connaît. Des coups retentissent de plus en plus fort. Peggy coupe le courant, mais les bruits persistent. Et cette nuit-là, la famille se réfugie dans le salon, terrifiée. Le lendemain, 1er septembre au soir, vers 23h, les bruits redoublent d'intensité. Les murs vibrent, le sol tremble. Peggy, à bout, fait appel à son voisin Vic, qui finit par appeler la police. Vers 1h du matin, 2 agents se présentent, dont l'agente Caroline Hibbs. Tout semble calme jusqu'à ce que 4 coups retentissent soudainement dans le mur. 2 minutes plus tard, devant leurs yeux, une chaise se soulève d'environ 1 cm et glisse d'1 mètre. L'agent Hibbs témoignera plus tard à la BBC qu'elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi étrange, qu'aucune explication rationnelle ne pouvait être donnée. Désemparée, Peggy contacte le Daily Mirror. Peu convaincu, mais intrigué, le journaliste Douglas Benz et le photographe Graham Morris débarquent le 4 septembre. Vers 2h du matin, dans la chambre des filles, des jouets Lego et des billes volent soudainement à travers la pièce. Un Lego heurte Morris au front, laissant une bosse visible. Et c'est là que débarque la SPR, une organisation britannique consacrée à l'étude du paranormal. Maurice Grosse
avocat et membre de la SPR, est envoyé sur place. À peine arrivé, il entend lui aussi les coups, parfois jusqu'à 10 à 20 par minute, venant des murs et du plafond. Le soir même, une cuillère en métal se tord toute seule dans la cuisine, sous ses yeux et ceux de Peggy. Quelques minutes plus tard, une flaque d'eau d'une trentaine de centimètres de diamètre apparaît spontanément sur le sol, sans qu'aucune fuite soit apparente. Et les phénomènes s'enchaînent alors à un rythme effréné. Janet est projetée hors de son lit plusieurs fois par nuit, parfois à plus d'1 mètre de distance. Une photo célèbre, prise par déclencheur automatique, la montre en l'air, jambes repliées, à une cinquantaine de centimètres du sol. Une table de cuisine de 20 kg se soulève de 10 centimètres, vue par Peggy et grosse. Des odeurs de soufre ou de moisi envahissent ponctuellement la maison. Des livres, des poupées et des vêtements volent à travers la pièce dans la chambre des filles, sous les yeux des témoins. Des marques rouges apparaissent sur les bras de Janet comme des griffures. Des vêtements s'enflamment dans un placard sans qu'aucune cause soit identifiée. Une armoire bascule brusquement devant Gross et Margaret. Janet est projetée contre un mur avec des marques rouges sur le dos. Des objets apparaissent ou disparaissent mystérieusement, notamment un coussin retrouvé déchiré dans une autre pièce. Mais le point culminant survient le 10 novembre 1977, alors que Janet est en transe. Il est là. Qui? Bill. Et au travers de Janet, il s'exclame. Je suis Bill Wilkins. J'ai vécu ici. Je suis mort dans ce fauteuil. Je vous mets un extrait réel de Bill qui parle à travers la voix de Janet. Knock, knock. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chase is here. La voix donne même des détails. Bill serait mort d'une hémorragie cérébrale. Maurice Gross vérifie et découvre qu'un certain Bill Wilkins, 72 ans, est mort dans cette maison en 1974 d'une hémorragie cérébrale. À partir de là, le fantôme de Bill devient une figure centrale du poltergeist. Janet, parfois en semi-sommeil, parle avec cette voix pendant 30 à 40 minutes d'affilée, sans signe de fatigue vocale. Gross et plus tard Guillaume Playfair, un autre membre de la SPR, rapporte que la voix était si grave et rocailleuse qu'aucun enfant n'aurait pu l'imiter sans abîmer ses cordes vocales. Bill raconte aussi avoir eu un fils aveugle, détail confirmé par les archives. Et les manifestations ne cessent pas. La famille vit un enfer pendant près de 18 mois. Janet est projetée d'innombrables fois, couverte d'échymose. La voix de Bill devient de plus en plus insistante, parfois même en latin. Un exorcisme est tenté par un prêtre, mais la voix l'insulte et menace de le chasser. Guy Playfair affirme avoir vu une ombre encapuchonnée dans l'escalier. Des départs de feu spontanés continuent d'effrayer la famille, et surtout les coups. Ces fameux coups dans les murs et plafonds persistent nuit après nuit, entendus par des dizaines de témoins. Puis, progressivement, en 1979, les phénomènes s'atténuent jusqu'à disparaître progressivement. La famille retrouve une paix relative, Janet subit un examen psychiatrique et rien d'anormal n'est décelé. Vous trouvez pas qu'il y a pas mal de trous dans cette histoire? Et c'est là que mon côté sceptique va ressortir pour cette troisième partie. Ouh, je suis Bill Wilkins. Bon, je pourrais débunker toute l'histoire avec une question d'une simplicité absolue. Pourquoi sont-ils restés? Et là, ça peut commencer à tourner dans votre tête. On a tous regardé des films d'horreur et se sentant toujours plus intelligents que tout le monde, on dit « Mais casse-toi, t'es en danger !» Ces cons sont restés dans la maison jusqu'en 2003, soit 26 ans après les faits. Bon, seulement Peggy. Et ne me faites pas croire que c'est normal, parce que vous reconsidérerez vite le fait de vous loger à un endroit où vous apprenez qu'il y a eu un mort, et ce, même de façon naturelle. Alors, me la faites pas à moi. Je sais ce que vous pouvez me dire. Oui, mais la famille était en situation de précarité. Alors, ok, mais on fait quoi des propositions de relogement proposées par le conseil municipal d'Enfield, toutes refusées, en prétextant un attachement à la communauté. Parce que oui, pourquoi pas,
Non, mais comprenez bien, une mère célibataire qui vit seule, un homme débarque par le biais de sa fille, comprenez bien qu'elle ait voulu rester. Je vais tourner la chose différemment pour que ça puisse sauter aux yeux de tout le monde. Demain, je vous dis que vous emménagez à côté de quelqu'un dont vous apprenez qu'il est un tueur en série. Donc, en termes de menace directe, on peut pas faire pire. Alors, pourquoi rester avec un esprit qui, soi-disant, balance vos gosses contre les murs? Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie de développer sur cette supercherie et les phénomènes paranormaux de façon générale. Je peux vous citer l'article paru sur Skeptical Inquirer de Joe Nickell, qui était venu inspecter les 10 faits, un article où il démentit le poltergeist en 3 pages. Il n'y a pas de vanne, je trouve juste ça hilarant. Bon, il démentit pas tous les points, mais je souligne quand même que les phénomènes se produisent souvent hors de vue, et les filles avouent plus tard avoir simulé une partie des incidents. Janet admet 2% des trucages à l'âge adulte. C'est déjà trop. Des témoins, comme le magicien Milburn Christopher et le ventriloque Ray Allan, concluent à des farces enfantines. Ventriloquisme pour les voix, acrobatie pour les lévitations. Janet était championne de sport à l'école. Et objet lancé secrètement. D'ailleurs, à un moment, Joe a chopé Janet en train de lancer un objet. Oh là 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 là, la honte, la honte. En plus, il a dû avoir le moment du « Tu fais quoi là ?»« Rien, rien, rien. » Pour les coups dans les murs. Des acousticiens ont montré que des bruits similaires pouvaient venir de la dilatation thermique d'une vieille maison, simplement d'objets frappés discrètement. Les meubles déplacés, faciles à reproduire, avec des fils invisibles, des pentes subtiles, ou un bon vieux coup de pied quand personne ne regarde. Les départs de feu, probablement des allumettes mal éteintes. Bon, je vais pas débunker plus parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais je vais quand même creuser sur les phénomènes paranormaux de façon générale. Je tiens à préciser une chose, la science ne s'intéresse quasiment jamais à ce genre de cas. Ce qui a fait que le choix de ce sujet a été très difficile à choisir. Je voulais pas de ce cas-là car il a été surpopularisé avec Conjuring 2. Mais je cherchais quand même un cas qui avait mis les scientifiques à rude épreuve. Et je n'en ai trouvé aucun. Dites-moi en commentaire si j'ai raté quelque chose. Pour cet épisode Halloween, j'ai hésité entre 3 cas. Soit des cas de disparition, potentiellement liés à des ovnis, mais ça faisait moins Halloween que des esprits. Les cas de disparition mystérieuse, non forcément liés à du paranormal. Et enfin, des cas liés à des fantômes ou des esprits, car je pouvais faire le lien avec une expérience personnelle. J'en reparle plus tard. Je veux creuser 2 points essentiels dans les expériences paranormales, qui sont l'autosuggestion et la suggestion collective. L'autosuggestion est le processus par lequel une personne influence inconsciemment ses propres perceptions ou comportements en internalisant une croyance. Physiologiquement, le stress et l'adrénaline amplifient la sensibilité sensorielle, rendant les sons ou les ombres plus vivantes. Psychologiquement, le biais de confirmation renforce cette perception. On ignore les explications banales pour ne voir que le paranormal. Parce que c'est vachement plus intéressant à raconter. Et la suggestion collective intervient quand une croyance ou une peur se propage dans un groupe, alignant les perceptions via la contagion émotionnelle et le conformisme social. Contrairement à une hallucination neurologique, elles sont individuelles et impossibles à partager. La suggestion collective repose sur des mécanismes sociaux. Physiquement, des stimuli partagés sont interprétés uniformément sous l'influence d'une attente commune. Psychologiquement, le stress collectif amplifie la suggestibilité, créant une réalité partagée où tous voient ou entendent la même chose sans que ce soit une hallucination neurologique stricte. Pour illustrer ces 2 phénomènes, voici 2 images. D'après vous, lequel de ces 2 endroits serait plus susceptible d'abriter des esprits? Et me dites pas l'image de droite où je vous en mets une. Je suis sûr que certains voudraient me parler des EVP, des EMF et des variations de température. Je veux pas trop développer parce que la vidéo risque déjà d'être longue, mais les voix électroniques, phénomène de pareidolie auditive du bruit blanc. Les perturbations électroniques, au Moyen-Âge, je veux bien, mais est-ce que de nos jours, on n'est pas juste entouré d'objets électroniques? Et les variations de température, ça peut être subjectif, mais ça peut être aussi une mauvaise isolation. Enfin bref. Et ne vous y méprenez pas. J'adorerais avoir un cas où les images sont réelles, les témoins sont unanimes, et les ingénieurs ne trouveraient aucune explication rationnelle.
Ça serait super fun. Enfin, à demi-mesure. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai déjà vécu des expériences bizarres auxquelles j'ai trouvé des explications. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler dans une vidéo hors série. Cependant, il y a environ 7 ans de ça, je vivais seul avec ma mère. Je vais la faire courte, mais pendant quasi 3 mois. Beaucoup d'objets étaient déplacés sans que ni moi ni ma mère ayons le souvenir de les avoir déplacés. Surtout que certains étaient à des endroits improbables et grotesques pour qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Et un jour, j'étais allongé sur mon canapé en train de regarder une vidéo sur mon portable quand tout d'un coup, je remarque dans ma vision périphérique qu'une jeune femme brune avec une queue de cheval s'agenouille pour me regarder. Tétanisé par la peur, je sursaute en me retournant et constate qu'il n'y a rien. Bon, j'en conclus à une simple hallucination visuelle et c'est toujours mon cas à l'heure actuelle. Mais c'est très étrange. Un mois plus tard, je discutais dans le salon avec ma mère. Elle avait l'air pensif et intriguée. Je lui demande ce qui ne va pas et elle me raconte qu'il y a 2 jours, elle se réveillait pour aller au travail, mais n'ayant pas la force pour se lever d'un coup, elle s'asseyait au bord du lit en se frottant les yeux, le temps de trouver la motivation pour se lever. Et dans sa vision périphérique, elle a vu quelqu'un se pencher par-dessus son épaule, tourna la tête pour la regarder et recula en arrière, disparaissant de son champ de vision. Mais ce n'est pas le plus troublant, c'est ce qu'elle m'a dit après. C'était étrange, c'était une jeune femme aux cheveux bruns, avec une queue de cheval, et on aurait dit moi, plus jeune. C'était littéralement la même description que moi, et la même réflexion que je m'étais faite. Vous voyez qu'à raconter ce genre d'histoires sont super intrigantes et flippantes. Ça met une certaine ambiance, bien qu'il y ait une explication rationnelle. Le fait d'imaginer rend la chose encore plus flippante que pour la personne qui l'a vécue. On arrive à la fin de cet épisode et peut-être que les prochaines fois je traiterai de cas similaires, mais peut-être pas sur Black Lab Code, sur un autre type de contenu. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la tradition. Alors, le poltergeist d'Enfield, vrai ou arnaque? À vous d'en décider en fonction de vos croyances, vos biais ou votre sensibilité. Mais vous savez quoi? Au fond, peu importe que Janet ait fait du théâtre, que Bill ait continué de squatter son fauteuil, et ce, même après sa mort. Parce que ce genre d'histoire, ça touche nos peurs les plus primaires. L'intrus invisible, les bruits la nuit, l'idée qu'on n'est pas seul chez soi. Et c'est pour ça que ça marche encore, 40 ans plus tard. Parce qu'au-delà du debunking, il reste toujours ce petit frisson dans la nuque qui nous fait douter. Et comme disait Stephen King, les monstres sont réels. Et les fantômes aussi sont réels. Ils vivent à l'intérieur de nous. Et parfois, il y a quelqu'un ?